mon nom de jeune fille est Huguette Grézeau-Bertin. Ce qui veut dire que j'ai eu un père biologique qui s'appelait Grézeau, qui était journaliste, très connu et célèbre à Perpignan, qui avait créé un journal sportif, inventé les triathlons, écrit sur le maréchal Ney et était un des grands admirateurs de Napoléon. Il ne m'a pas élevé, mais il m'a laissé quelques gènes qui ont fait que j'ai toujours aimé écrire. Mon second père était de Bagnous, il s'appelait Bertha. C'était un homme exceptionnel qui m'a élevé, un homme admirable qui a été pour moi extraordinaire. J'ai donc, de plus, je suis née en 1923, ce qui fait que j'ai, en juin, j'aurai, ne sommes un âge astronomique, 96 ans. Ah, C'est pourquoi je vous demande d'être un peu indulgent si je bafouille quelquefois. Alors, j'ai eu une vie très, très, très envahissante. J'ai d'abord été infirmière, puis puéricultrice, puis j'ai fait en fait, je suis passée en Afrique où j'ai formé des élèves infirmiers et j'ai donc eu une vie passionnante. J'ai toujours écrit, mais pour moi. J'écrivais un journal, toujours. J'ai écrit les discours de mes patrons, j'ai écrit les lettres d'amour de mes copines, mais je ne m'étais jamais engagée dans l'écriture parce que je n'étais pas écrivain, j'étais une soignante. Et puis un jour, à 40 ans, j'ai rencontré un homme exceptionnel qui s'appelait Marfan, qui était venu, qui était né en France, mais d'un père qui arrivait de Barcelone, dans les réfugiés de l'époque. Et lui s'exprimait par poème. Dès qu'il avait un problème, ou une joie, ou l'intense envie de faire quelque chose, il écrivait un poème. Il était malade. Les infirmières sont toujours attirées vers des gens compliqués. Il était malade et un jour, il s'est donné la mort, il avait 50 ans. Alors, il m'a laissé ses poèmes qu'il écrivait et que personne, à part moi, n'avait le droit de lire. Parce que les poèmes, il les sortait de ses tripes, c'était sa vie, ça lui appartenait. D'ailleurs, il me les faisait lire et puis il me les reprenait, pour pas que je les copie ou les fasse voir à quelqu'un. Et c'est à cause de lui que j'ai voulu écrire. Alors, j'ai voulu écrire sa vie, et c'était pas facile. J'ai en même temps écrit la mienne pour faire, disons, une histoire complète. La mienne dans les hôpitaux
et la sienne dans sa vie d'homme, qui était un garçon venu de très bas, très malheureux, des gens très pauvres, et qui, au fur et à 15 ans, avait lu tout Victor Hugo, en allant dans les greniers, vider les greniers, parce qu'on l'avait sorti de l'école à 12 ans, après le certificat d'études. Donc j'ai écrit ce livre où il est présent dans ce pays où dansait la liberté, qui était une chronique de l'occupation en pays catalan, où je demeurais. Et cette lecture m'a permis d'y raconter plus ou moins son enfance, que je n'ai pas connue, mais qu'il m'avait racontée. Donc il est devenu le personnage de mon livre, et moi j'étais dans le livre aussi, mais je racontais réellement ma vie. Donc j'ai écrit ce livre, et par la suite, voyant que j'arrivais à vieillir, j'ai décidé que ces poèmes n'allaient pas être perdus. Alors je les ai pris, j'ai fait un tome 2 à mon livre, et j'ai mis ces poèmes en musique, j'appelle ça en musique. J'ai raconté les 20 ans de vie que j'ai vécu avec lui. Voilà l'histoire de mes livres. Alors maintenant, je vais, pour donner suite à cette belle histoire de la personne qui est décédée en passant la frontière, je pense que je vais vous lire un passage, parce que j'ai vécu la retirade, que j'ai écrit de la retirade. Je l'avais marqué, mais quelqu'un m'a pris le dernier livre. Alors je le cherche, une seconde, je m'en excuse. Voilà. Vous étiez à Bagnols en 1940 ? Oui, j'étais partout. Quand vous avez croisé le 25 septembre Benjamin dans les rues ici ? Sûrement. Peut-être. Sûrement. C'est le dernier témoin. Il y avait un poète aussi qui était passé, un poète. Machado. Antonio Machado, arrivé à Collioure. Ouais. Mais dans l'autre sens. Ah oui. Mais là, oui, j'ai... parce que 39, un an avant, Et Benjamin, il partait, lui, vers le Portugal. Alors moi, je vais vous lire ce que j'ai vécu de cette occupation, de cette retirade. Je vais même mettre mes lunettes, ça ira mieux. Ces vacances ont été ennuyeuses. Les adultes étaient moroses, ne parlaient que de misère ou de catastrophe. Le temps ne se prêtait pas aux parties de pêche. Je parle de Bagnols. J'aimais explorer tous les rochers du Cabéa pour récolter les délicieuses moules, pour suivre les crabes, etc. On descend de Bagnols. Alors j'ai mis île parce que c'est dans le livre. Ils suivent la route sinueuse qui épouse les virages de la côte rocheuse
entre les collines de vigne et la Grande Bleue. L'eau a pris la couleur du ciel de plomb, mais se part encore de franges dansantes de blanche écume. Après le prochain tournant, ils quitteront la falaise pour redescendre vers les terres des environs d'Argelès. C'était l'époque, le moment attendu par Hélène, qui supporte difficilement les contours et les coups de faim. Elle a toujours droit à une petite halte dans les taillis, en contrebas du château de Valmy, pour permettre à son estomac de se remettre en place. On y ramasse les premières départs sauvages. Là, j'arrive à l'important. Mais ce jour-là, difficile d'en croire ses yeux, à perte de vue, dans les prés, les fossés, les bois clairsemés, une immense étendue mouvante de corps et de corps semble aller au-delà de l'horizon. Ça, je l'ai vécu. Hein? On les aperçoit affalés à même le sol mouillé, recouverts de guenilles, parfois abrités de façon dérisoire par des cartons, des tôles rouillées, certains émergeant de trous, la tête soutenue par des ballots éventrés d'où s'échappent des objets hétéroclites, des êtres humains qui paraissaient soudainement avoir surgi des entrailles d'une monstrueuse décharge publique, sont bien là, entassés de chaque côté de la nationale, épuisés, déshydratés, les joues creusées, le regard fixe tourné vers le ciel éclairant, menaçant, ils attendent, résignés, que le pays qu'ils viennent d'atteindre en franchissant la frontière fasse à leur rencontre un geste d'accueil. Ce qui n'a pas été le cas. Hein. On les a mis dans des camps à l'époque. Fuyant l'armée de Franco, ils avaient l'espoir de trouver une terre d'asile dans la Catalogne de France. L'horreur plane, accompagnée de murmures, semblables à de lointaines plaintes qui coupent par instant le tragique silence. Aucune des rares voitures qui passent ne fait mine de s'arrêter. Les conducteurs ralentissent, comme pour marquer un quelconque respect à la souffrance, jettent un regard incrédule et apeuré, mais aussitôt continuent leur route, pressés de fuir cette vision dantesque qui les dérange quelque part au fond de leur conscience. Comme les autres, la Juve A4 roule doucement quand soudain surgit du fossé un enfant. Un de ses pieds est nu, l'autre chaussé d'une grande botte. Ils sautent une à deux fois à cloche-pied,
puis se jette contre la voiture et presque sous les roues avant. Le conducteur a bloqué net. Une femme se précipite en hurlant, suppliant qu'on amène le jeune garçon pour le faire soigner. Elle parle en catalan, langue familière à tous les occupants de la voiture. Personne ne pourra oublier jamais le visage et la supplique déchirante de cette femme. Est-elle seulement la mère? Il n'y a pas de place pour elle, elle se résigne. On lui donne les restes du repas, le nom et le numéro de téléphone du conducteur, écrit à même la bourse de biscuits. L'enfant embarqué, elle se met à genoux et prie dans le froid glacial. Hélène a retiré son manteau pour le lui donner. Sa mère l'en empêche d'un geste. Là encore, elle aura un tel remords d'avoir obéi qu'elle ira le jeter quelques jours plus tard sur la place où s'entassent les gitans. Le voisin dit « Je croyais que les rouges étaient contre la religion. » C'était soi-disant les rouges qui fuyaient Franco. Quand tu as tout perdu et que même la terre se dérobe sous tes pieds, c'est le seul recours, répond la mère d'Hélène. L'enfant est resté prostré, petit poing serré et grelottant, plus de fièvre que de froid. Pas une plainte, seuls de légers sifflements fusent à travers ses dents serrées. Quand la voiture saute sur des ornières, il doit avoir une dizaine d'années, mais il en paraît à peine 6 ou 7. On le dirige au centre-ville vers un ancien couvent reconverti en hôpital militaire. Ces bâtiments qui deviendront plus tard le siège de la milice. Le voisin le prend dans ses bras et il pénètre dans une salle chauffée par un grand poêle noir. Pas un lit, seulement des bancs et des tables comme dans une classe. Des matelas sont allongés à même ces bancs qui entourent la source de chaleur. On débarrasse une table des bols de soupe fumante et on assied le petit garçon, jambes pendantes. Il n'a pas lâché la main d'Hélène. À cet instant, un homme, ceint d'un large tablier blanc, retire la botte. Hélène se sent mourir. Tout devient trouble devant elle. Seuls les petits doigts qui la tiennent agrippée la maintiennent encore consciente. Il n'y a plus de jambes en dessus du genou, simplement un tissu malodorant, maculé de sang noir, fait tampon entre la plaie encore béante et suintante et un bâton fixé en continuité par les poisseuses ficelles entrecroisées.
elle reprend connaissance dans la voiture. Comment oublier de tels moments? Le lendemain, elle retournait en pension en faisant le serment quel jour elle serait infirmière. C'est là que j'ai décidé d'être un jour infirmière. Donc, c'est rien. Ceci raconte, la vocation. cette histoire se passe en Catalogne et débute 2 mois avant que les Allemands n'envahissent la zone libre. L'histoire. Ça, c'était l'enfance de mon enfance, ma jeunesse. Même les principaux personnages sont pure fiction, l'historique est fidèle. Et là, je raconte l'occupation. C'est une histoire d'amour, c'est une très belle histoire qui décrit Perpignan, la côte, et même le col de Bagnouche, où je raconte une évasion. Alors, si vous n'êtes pas fatigué, je vous lis un passage écrit par mon poète. Oui, un poème de votre mari. Oui. Ah oui, on peut écouter Alors, un poème moi, de votre mari. Ça, c'est moi qui ai écrit. Oui, ça c'est vous. Mais là, le poème, puisque vous dites qu'il a écrit plein de poèmes. Oui. À Alors chaque fois là, qu'il y avait une émotion. les poèmes, n'en parlons pas, il y en a de superbes. Mais celui que vous aimez le plus, celui que vous récitez, Moi, celui qui vous plaît, que vous savez par non, cœur. moi je ne lis pas le poème, je lis une histoire des Corbières qui est très belle. Mais vous voulez pas nous lire un de ces poèmes? Oui, je vous le lirai si vous Un voulez. petit poème. Mais je vous lis, vous voulez un poème. Ben oui, parce que vous nous avez dit qu'il écrivait Oui, des d'accord. dizaines de poèmes. Mais Un court, hein? un court. Ils sont tous courts. Alors j'en ai mis un là-dessus. Celui que vous aimez. Je les aime tous, mais ils ont En particulier. tous un sens. Corbière. Ah, À ma femme, pétrie comme moi d'argile catalane. Ce pays, aime-le, garde-le, c'est le tien. Ces cyprès droit plantés, ce paysage est laine où la ronce prélève une dîme de laine quand passe la brebis houspillée par le chien. Ces vignes obstinées, agriffées dans le chiffre, longtemps fertilisées de sueur et d'amour, ces masses abandonnées, complantées alentour de quelques oliviers au feuillage un peu triste. Ces senteurs de muscat dans l'air, ce goût de figue exalté quand la brise est tournée au marin et que le génévrier défie le romarin, d'embaumer plus que lui l'étendue des garrigues. Tout cela t'appartient. Souviens-t'en, aime-le, écoute le vent chaud bruire dans la manguier, dont l'intense soleil brûle jusqu'à l'aubier, les bras crucifiés à même le ciel bleu. Et mêlé à cet hymne ardent de notre terre, imperceptible encore, mais si pure déjà, écoute cette voix filtrée de l'au-delà qui chante tendrement comme chantait ma mère.
Et il les écrivait en catalan ou en français? En français. Mais il parlait parfaitement le catalan. Il levait, il parle patois. Alors rossillonnais, Oui. le catalan. Mais je voulais vous lire un passage. Vous êtes encore partant ou pas? Oui, oui. Le passage que j'aime le plus, qu'il m'a écrit quelques jours avant de disparaître. Je l'ai reperdu. Attends. Ah, il est là. Il est dans le prochain livre. Le tome 2. Mon amour de soi. J'ai couru ce jour l'infini des corbières grises, sous un soleil impitoyable. Ces corbières qui ont toujours hanté ma mémoire et mon cœur. Ces corbières étirées le long de la mer et des étangs comme une peau crevassée de pachyderme mort. C'est une terre de soleil et de liberté où ne s'entendent que les bruits des cigales, remplacer l'hiver par le long lamento des vents du nord. Un pays dont les pierres et les tuiles ont la couleur du vin. Ou est-ce le vin qui a la couleur des pierres et des tuiles? Je ne sais. Au-dessus de ces collines âpres, fauves, écrasées de bleu, pays de mon cher amandier, de mon olivier antique, de mon figuier ambigu, au-dessus de cette ligne violente, toujours ton visage a flotté, authentification de mon rêve, estampille du paysage. Lorsque le Val s'humanise et donne moins qu'un filet d'eau, les corbières deviennent tendres et troquent la bure pour le velours. Je te dédie cette journée comme je te dédie nos 20 ans de vie commune dont c'est ce jour l'anniversaire. On a vécu 20 ans ensemble jour pour jour. Pardon. J'y arriverai. Il ne veut pas qu'on... Il refuse, tu vois. Je t'offre sur ce pauvre papier la symphonie exacerbée des odeurs violentes et pures issues des feuillages durs, hérissés sur la terre refermée depuis des siècles sur les eaux de mes aïeux. Ma mère m'a conté tant de fois leur histoire que j'ai un peu partagé leur vie, comme le reste de moi, elle t'appartient. Sa mère était de Leucate. C'est un patrimoine que je n'échangerai contre aucune particule. Ma fierté, c'est de te le donner, à toi qui m'as donné 20 ans de vie de plus. Je t'ai toujours offert des choses sans valeur marchande, des semblants d'ombre, des reflets d'eau et de musique. Moi, c'est-à-dire rien.
je n'ai jamais été, tu le sais, qu'un petit poète, jamais là de la rime non attrapée. Pourtant, c'est, je crois, dans mon cœur que fleurit le mieux ton sourire. Seul le rêve qui me porte lui fera un meilleur écrin. Bonjour amour, merci amour, adieu amour, Dieu et moi te garderont toujours. Et voilà, c'est l'histoire que je raconte là, en partie là. Ce livre et des livres l'a édité. Ce matin, je l'ai bradé à 10 €, parce que c'était une première édition, mais des livres les vend en librairie. Et celui-là, je cherche un vrai éditeur, pas un éditeur commercial à cause d'autres. Donc, il ne sortira que si, par contre, si vous possédez Internet, il est écrit sur Internet, en lecture sur Amazon, sur tous les trucs, comment on appelle ça, il y en a 3 ou 4. Chapitre, Oui. Alors là, pour 1,99 €, vous pouvez le lire. Vous aurez tous les poèmes, et si un jour il est édité, vous pourrez l'acheter. Voilà. Bravo.